j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode des chroniques du Old Geek. Avec cette fois un petit peu différent des prochaines fois parce que pas d'achat à vous montrer cette semaine. Non, j'ai décidé de vous présenter ma palle. Ma palle dont je suis allé à la médiathèque de ma ville et j'ai pris quelques tomes que je vais tout de suite vous montrer. Alors j'ai pris tout d'abord ce tome 1 de Tarzan par Brune Hogarth. Voilà, c'est une série de strips, moi j'aime bien les strips, ça date des années 30. Je vous montre quelques pages, c'est assez beau, c'est édité chez Soleil. Enfin, c'était édité chez Soleil parce que maintenant je crois que ça a changé. Voilà, donc, je les avais lus il y a très longtemps. Voilà. Tarzan est un personnage finalement assez connu et populaire. Je voulais me replonger dedans. J'avais lu les premières aventures narrées par Rice Edward Burroughs. Je voulais voir. D'ailleurs, à ce propos, je ne peux que vous conseiller l'intégrale éditée chez Delirium de Tarzan par Joe Kubert, voilà, qui est vraiment top. Donc j'ai pris ça. Je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience Tarzan. J'ai également pris les 2 premiers tomes de Miss Marvel, qui est une héroïne que je ne connais finalement qu'assez peu. Les seules aventures que j'ai pu lire avec elle sont issues des Vengeurs par Mark Waid, des Champions par Mark Waid. Donc, du coup, je voulais voir effectivement ce que ça donnait par les auteurs originels, donc G. Willow Wilson et Adrian Alphona. Donc, il me semble que c'est un style graphique un peu particulier. Donc je vais voir les aventures, en tout cas les premières aventures de Kamala. Voilà. Ça me paraissait assez intéressant de voir un peu ce qu'il en était. Voilà. J'ai également pris cet exemplaire de Marvel de la nouvelle collection Must Have, en fait. Donc il est tout récent, en fait. Je suis très content de l'avoir trouvé en médiathèque. J'hésite à l'acheter. Voilà, je vais le lire. C'est vrai que les dessins d'Alex Ross peuvent rebuter ou pas. Voilà. Kurt Busiek, Alex Ross, voilà, des artistes quand même assez incroyables. Hein. Et cette édition compte le tout dernier chapitre qui a été publié aux US il y a très peu de temps. Donc vraiment, c'est vraiment l'édition complète de cette aventure Marvel. Voilà. Donc on reprend à travers les yeux d'un photographe toute l'évolution finalement des super-héros, les Marvel. Voilà. Je n'en dis pas plus, j'en sais pas beaucoup plus. Du coup, j'ai eu envie, c'était l'occasion de me replonger dans cette histoire qui a acquis une certaine notoriété à travers les âges. Et enfin, le dernier, vous êtes sortir sans rien renverser, que j'ai vu aussi, je me suis dit, tiens, c'est très récent, et je me suis dit que ça a été sûrement très intéressant, c'est Superman écrase le clan. Voilà, de Jen Liu Wang et Giri Hiru. Voilà. Donc, un style graphique mélange dessin animé, manga, très très beau, très intéressant. L'histoire, vu le titre, on se doute que ça va être une très bonne histoire de tolérance, de partage et de lutte contre les extrémismes. Donc, et je pense que Superman n'est que le digne représentant de tout ça. D'ailleurs, il y a à un moment donné un texte qui est très très fort, que moi j'ai trouvé comme ça, que je vous dis, il y a justement un des membres du clan qui dit à Superman, mais si tu veux descendre ta nation, ta race, tu dois adhérer à nos idées. Ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'est Superman, à tout niveau déjà, parce que Superman c'est quelqu'un qui est un habitant du monde, hein, ce qui est, il vient d'une autre planète, les humains ne sont pas sa race, donc il les a, et au contraire il a tout fait pour s'intégrer, pour aimer, etc. Donc Superman c'est vraiment un personnage de grande tolérance et d'amour envers les autres, donc vraiment à l'opposé de tous ces extrémismes et ces racistes. Donc j'ai vraiment hâte de le lire pour voir tout ça. J'en ai lu des très bons échos, donc je me suis dit que c'était l'occasion et donc attends. Donc voilà ma petite page. J'ai pris aussi un tome manga. En fait, j'en ai pris 2. Il s'agit, des 2 derniers tomes de Lady Snowblood. J'avais lu le premier, je trouvais ça pas trop mal. La dernière histoire se termine de manière un peu bizarre. Je vais voir.
J'avoue que je suis un peu mitigé sur ce manga. Voilà, donc je vous dirai une fois que je l'aurai lu ce que j'en pense. Mitigé pas par la violence, mais par certaines choses que je vois pas trop l'intérêt. Je vous dirai ce qu'il en est. Enchaînons tout de suite avec, maintenant, suite à cette petite palle, aux lectures que j'ai pu faire. Donc, on continue avec la Suicide Squad, tome 4, le dernier tome, voilà, qui comporte donc les épisodes restants de la Suicide Squad, donc les épisodes 24 à 30, plus un numéro spécial Suicide Squad Amanda Waller numéro 1, plus Justice League 7.1 et Justice League of America et Detective Comics 23.2. 23.2, 23.1. C'était à l'époque, je pense, la mode des points, quelque chose. Chez Marvel, c'était des jumping points. Donc, qu'en est-il? Donc, c'est scénarisé, là aussi, 3 scénaristes. Alors, bon, c'est un peu plus équilibré que la dernière fois. Donc, Mike Kind, qui fait l'essentiel. Il y a un épisode qui est scénarisé par Sean Ryan, qui va reprendre après avec New Suicide Squad, et un épisode scénarisé par Jim Zub. Et là, par contre, au niveau des dessinateurs, je vous mets juste. Voilà. Donc, ça, c'est tous les dessinateurs qu'il y a. C'est encore une armée mexicaine. C'est juste usant, en fait, d'avoir autant de dessinateurs et de perdre autant de cohérence graphique. Même si, finalement, Patrick Zircher fait la majorité des épisodes. Voilà. Donc, en fait, on va commencer avec un épisode dédié à Deadshot. On voit son origin story et pourquoi, ce qui se passe. Alors, ah oui, il faut que j'explique un petit peu. Donc, en gros, ça se passe au moment où le syndicat du crime, Crime Syndicate, donc la Justice League d'un univers parallèle, Terre 3, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Du coup, je suis pas hyper calé en DC, donc a pris le pouvoir, a renversé tout le pouvoir existant, et du coup, bel rêve, ils ont fait évader tous les, euh, tous les criminels. Et à la fin du dernier tome, globalement, ce qui se passait, c'est que la Suicide Squad était devenue finalement une espèce d'équipe pour laquelle il n'y avait plus de moyens de contrôle par Amanda Waller, parce qu'effectivement, ils avaient retiré leur micro-bombe dans la nuque. Voilà. Ils avaient essayé de changer un petit peu, etc. Donc, voilà. Et c'est terminé comme ça. Deadshot avait appris qu'en fait, suite à un sérum qu'Amanda Waller avait créé, qui avait été ressuscité non rien que 2 fois, voilà, plutôt pratique, avec tous les traumatismes qui vont liés à la mort, c'était vraiment pas terrible. Donc voilà. Et donc cette équipe vraiment très dysfonctionnelle continue. Donc là, suite au fait que Belle soit complètement détruite, les membres sont dispersés, l'équipe a été dissolue, et donc Amanda Waller fait appel à Deadshot pour reconstituer une équipe pour une mission. Voilà. Elle dit tu seras payé. À voir. Et donc il fait appel bien sûr à Harley Quinn. Harley Quinn qui a elle aussi droit à un petit épisode spécial assez glauque d'ailleurs, que j'ai trouvé assez glauque avec l'explosion d'enfants. C'était chaud quand même, je trouve, avec une espèce de mélange en fait, puisque dans les précédents tomes, on laissait supposer qu'en fait Harley et Arline étaient plus ou moins liés, dans le sens où il y avait une sorte de double personnalité avec une Arline manipulatrice qui gérait des choses et une Harley folle qui faisait ce qu'elle voulait. Quoi. Bon. Et bon. Donc du coup, cette équipe se forme et après on a le retour. Donc là, c'était 2 épisodes spéciaux Detective Comics et Justice League of America. Et après, on passe vraiment à la Suicide Squad. On peut voir l'évasion de Belle Rêve, etc. Avec une Amanda Waller qui essaye à toute force de contrôler la situation dans la prison, mais c'est pas du tout simple. Elle fait appel à l'équipe pour récupérer Omac, puisqu'en fait, au sein de la prison, il se monte quelque chose avec le penseur fou qu'on a vu dans le dernier film
James Gunn, voilà, avec ces espèces de trucs sur la tête. Alors là, du coup, l'origine est un petit peu plus... En tout cas, le personnage est un peu plus forcément, un peu plus développé, puisque on dit que toute son énergie est concentrée sur son cerveau, donc il prévoit des années à l'avance, c'est pas un ou deux coups comme aux échecs, c'est des milliers de coups, et surtout ça agit sur son organisme, puisque à 25 ans, il en paraît 70. C'est assez intéressant de voir ça. Et donc, outre cette Suicide Squad habituelle, bah, Amanda Waller aurait contacté d'autres personnes. On a le droit à Warren, on a le droit à Steel, aux soldats inconnus, pour finalement la même mission, et aussi Paul Burger, là, c'est plus surprenant. Donc finalement des gentils, sauf soldats inconnus, voilà, pour récupérer Omak. Sauf que, en fait, comme on peut le voir, Omak a déjà été récupéré par la Suicide Squad. Donc, forcément, vous imaginez ce qui va se passer, baston, manipulation, voilà. On a aussi, dans ces histoires, l'origine de King Shark, qui m'a un petit peu déçu. Voilà. Je pensais que ça serait quelque chose d'un un peu plus enlevé, en fait. Et puis surtout, je me dis que je comprends pas trop pourquoi Amanda Waller a fait ça, pourquoi elle n'a pris que King Shark, alors qu'elle aurait pu en prendre beaucoup plus. Voilà. Donc c'est un peu bizarre. Donc on retrouve le père de King Shark, qui est du coup assez impressionnant. Je vais essayer de le retrouver. Camo. Une grosse brute. Hein. Première chose qu'il essaie de faire, c'est de tuer son fils. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Donc on a des épisodes qui sont quand même assez enlevés, bien sur l'action, qui ont leur lot de manipulation, de trahison et autres. Donc là, on revient sur quelque chose d'un peu de qualité sur ces épisodes de Suicide Squad. Donc ça forme un arc qui va du 24 au 29, et le 30 est finalement l'épilogue. Il y a tout ça, et vous doutez bien que ça va pas être terrible. D'ailleurs, allez, petit spoil, Amanda Waller passe devant un tribunal, hein, parce que globalement on lui reproche de ne pas avoir vu que le syndicat du crime allait arriver, de ne rien avoir fait, enfin bref, en gros, elle est rétrogradée. Quoi. Et donc on termine le tome avec justement le fait que voilà, elle est toujours là, il y aura peut-être une Suicide Squad, mais surtout elle ne jouira plus de tout ce qu'elle avait pu avoir comme pouvoir, comme privilège auparavant. Voilà. Qu'est-ce que ça va fonctionner ou pas? Voilà. Et on termine ce tome qui finalement était peut-être moins en demi-teinte que le précédent, avec un épisode spécial euh, dédié finalement à la jeunesse d'Amanda Waller, qui met donc scénarisé par Jim Zub, et qui met surtout en exergue le fait que pour pouvoir avancer, en tout cas pour pouvoir avancer dans cet objectif, il y a des gros sacrifices qui sont à faire, et le plus grand sacrifice étant peut-être de son âme. Voilà. Donc, est-ce que Amanda Waller va sacrifier son âme ou non pour atteindre ses objectifs? Voilà, c'est toute la question. Donc, et puis donc ce tome se termine là-dessus. Voilà. Donc après la suite, peut-être via la New Scott, comme je vous disais. Donc au final, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça, de cette expérience Suicide Squad? Alors, j'ai passé de très bons moments, mais je trouve effectivement qu'il y a un manque de cohérence graphique assez parlant. Il y a beaucoup de pistes qui ont été levées, qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été adressées. Du coup, est-ce que ça sera dans la suite ou pas? Là, on va voir ce qu'il en est. Donc, j'ai passé un bon moment, mais pas au point d'acheter. Voilà, ça c'est sûr. Je suis d'ailleurs un peu déçu parce que le premier tome et le deuxième tome vraiment bien plu. Je me dis, ouais, je vais peut-être même me prendre, on va dire, l'opération l'opération urbaine à 4,90 avec la Suicide Squad de Rebirth par Jimmy le scénariste, on s'en plus. Mais bon, au final, en lisant ça, je me suis dit que non, c'était pas. Pourtant, ça commençait bien, pourtant, il y avait des choses, pourtant, ces barbouzes version d'ici m'intéressaient, mais il n'y a pas eu assez de missions, il n'y a pas eu assez de trucs. Même s'il y a eu pas mal de choses, en fait, c'est délié un peu trop bizarrement. C'est dommage. C'est dommage. Je pense que l'auteur aura dû faire quelque chose d'un peu plus cadré peut-être
pour être vraiment émission, un truc des parcs, hein, et ce qui aurait donné quelque chose en faisant bien sûr évoluer les personnages au fur et à mesure, mais quelque chose de plus cohérent. Voilà. Et puis effectivement, bah, on compte dans la série Adam Glass, Alex Scott, Matt Kind, Sean Ryan, Jim Zub, plus voilà. Donc ça fait beaucoup de scénaristes, et puis on a dû dépasser la vingtaine de dessinateurs. Et je dis pas les encreurs, donc c'est vraiment énorme. Voilà. Donc c'est surtout ça qui peine. Voilà. Après, ça reste, je dirais, un comics que vous pouvez lire. Voilà, moi, j'en ai pas eu de déplaisir à le lire. Voilà. Je dirais pas jusque, mais pas de plaisir au point de l'acheter. Voilà. On passe à la suite avec le softcover de Venom, qui reprend donc les épisodes 30 à 34, que si je dis pas de bêtises, hein, 31 à 34, pardon. Voilà, qui sont liés à l'event King in Black. Donc scénarisé par Donny Cates et dessiné par Ivan Coelho. Et là, franchement, alors Ivan Coelho, je suis désolé, mais mettez-le sur Spider-Man. Mettez-le sur Spider-Man. Il est juste monstrueux, ce dessinateur. Alors ça ne se voit pas avec le reflet, mais il nous fait des planches, mais complètement folles. Complètement folles. Voilà, c'est des planches qui sont extrêmement belles, qui sont vraiment hyper dynamiques. Je vais vous montrer son Spider-Man, parce que du coup, voilà, je parle de Spider-Man, mais il en a fait, donc j'essaie de le retrouver. J'essaie pas de le retrouver, forcément. Je vais pas le retrouver, mais bon, voilà, un Spider-Man. Et voilà, vraiment, ce dessinateur, il faut le mettre sur du Spider-Man. Je pense que c'est le style qui va bien. En fait, il a un style qui se rapprocherait peut-être un petit peu de Pepe Larraz. J'ai l'impression que c'est un peu la même génération de dessinateurs. Mais voilà, donc, non, il faut le mettre là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce tome? Alors, on a dit qu'il fallait le lire, que ça s'intercalait avec In Black. C'est vrai. Néanmoins, on peut le lire aussi comme ça. Et je n'en ai pas. Ça ne m'a pas gêné, en fait, dans ma lecture. Voilà. C'est suffisamment bien fait. Là, je trouve que Kate, ça fait vraiment un très bon travail de cohérence, de dire ce qui se passe à chaque partie, de remettre en exergue certaines choses qui sont peut-être pas forcément claires à la première lecture de King Black. Mais là, vraiment, tout est expliqué, tout est limpide. Il y a des bonnes idées, il y a des retours de personnages qu'on n'a pas vus depuis des années. Vraiment, mais quoi, vraiment que du bon. Que du bon. En plus, ça permet vraiment à Donny Cates de faire le cercle entre le début de sa série et la fin. Vraiment des très très bonnes choses sur ce tome. Je suis vraiment emballé à tout niveau. Je trouve que Donny Cates réussit le tour de force à nous, à nous entraîner dans cette histoire sans qu'on soit submergé par des choses qui sont un peu too much. Voilà. Donc là, on est vraiment plus dans l'intime, sur Eddie Brock, sur Venom, vraiment, sur la notion de codex, qui avait déjà été utilisée au cours de la série, qui avait été utilisée aussi dans Absolute Carnage, etc. Vraiment, très bon. Et puis ça se finit par une résurrection, voilà, ce qui est assez peu courant finalement dans les events. On est plutôt sur des morts que sur des résurrections. Donc non, vraiment, je suis très très satisfait de ce tome. C'est vraiment un tome vraiment très très bon. Alors j'ai pas envie de vous spoiler les trucs parce que du coup, je vais pas vous spoiler notamment le personnage qu'on peut voir, hein. Mais, euh, mais non, là je trouve que ces tie-ins sont vraiment bien faits. Il y a vraiment des effets graphiques très bons, scénaristiques très très bons. Là, Donny Cates, j'ai trouvé qu'il était un petit peu. Bon, le 200, je suis beaucoup plus mitigé sur la suite. Enfin, je le relise quand il sortira en français, mais je l'ai lu plusieurs fois en VO et voilà, il y a des trucs qui m'ont un peu gêné, mais là, sur ces épisodes 31 à 34, il fait vraiment le taf. Ça donne vraiment l'aspect tie-in est vraiment bien porté. Ça s'intercale pas, ça s'intercale sans s'intercaler dans King Black, c'est-à-dire que vous pouvez le lire comme ça va pas être gênant non plus. Vraiment, j'ai trouvé ce tome très très bon, très 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 bon. Du coup, je suis content. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc comme ça
qui était vraiment, vraiment aussi enlevé, etc. Je ferai, comme j'ai dit, je ferai peut-être une analyse complète du run parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est très difficile d'en parler sans spoiler. Voilà, il est sorti ce mois-ci, en octobre, je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, ça n'a pas de sens. Et surtout, voir les implications. Voilà. En décembre, même quand le 200 sortira en décembre, je ne sais pas trop comment amener tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Du très bon, du moins bon, du mauvais. Hein. Il y a des choses qui sont mauvaises dans le Rose de Duncan, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Il y a notamment un point qui, moi, j'ai pas compris. Voilà. Donc, quand ça sera publié en français et que ce sera un peu moins secret, bah, j'en parlerai parce qu'effectivement, c'est assez étrange. Il y a pas mal de choses. J'en ai déjà parlé en live d'un truc qui m'avait un peu troublé vis-à-vis d'Eddie Brock et comment on veut faire passer. Et, voilà. Je vous en dis pas plus. En tout cas, très bonne lecture que j'ai eue avec ce Venom King in Black. On finit avec une petite redécouverte. Une petite redécouverte. Programme exécution. Iron Man. Donc le début du run des frères Knopf. Donc, qui reprend les épisodes Iron Man du 7 au 12. Donc qui font suite à Extremis. Alors, pour resituer un petit peu, Extremis avait vraiment modifié Iron Man en profondeur. Voilà. Warren Ellis, à l'époque, avait vraiment changé complètement l'essence du personnage, à mon sens. Et pas en mal, hein, mais ça avait vraiment, on était passé sur un Iron Man presque 2.0, voire 3.0, avec ce fameux virus extrémiste qui permettait à Tony à la fois de contrôler mentalement son armure, d'avoir son armure dans ses os, mais aussi de pouvoir communiquer avec tous les appareils via des réseaux internet, d'avoir accès à des plans, d'avoir accès vraiment à une source énorme d'informations, et finalement son cerveau réagissait comme un super ordinateur, lui permettant de faire beaucoup de choses. Ce tome met bien ceci en exergue. Alors, ce tome, qui se veut aussi, c'est écrit, publié dans Marvel Icons numéro 9, qui est un prélude à Civil War, qui date de juin 2006 en VO et qui était sorti, du coup, il est sorti quand? Il est sorti en avril 2007 en France, ouais, ça, avril 2007. Et on voit bien comme je disais, cet aspect vraiment multitâche de Tony. Donc là, on voit qu'il se bat contre la Dynamo Rouge et qui va en même temps faire une OPA, réaliser des expériences, acheter les enchères. Donc vraiment, il fait 50 000 choses à la fois. Voilà, c'est un Tony qui est beaucoup plus froid, qui est beaucoup moins dans les sentiments. D'ailleurs, il va à l'efficacité. Voilà. À un moment donné, effectivement, on le voit ici, il tire sur la Dynamo. Voilà, il fait un arrêt cardiaque, parce que, et d'ailleurs, ça crée une dissension avec Captain America, qui lui dit bah, tu l'as tué. Bah, je dis oui, pendant un temps j'ai tué, mais je l'ai ranimé. Et Captain America dit il y avait sûrement d'autres manières de faire. Sur quoi Iron Man dit oui, mais bon, c'était la plus rapide. Et du coup, il est encore plus arrogant qu'il ne l'était, parce que vraiment, par rapport à un humain normal, ce qu'il était avant, Tony Stark a toujours été un humain normal dans une armure extraordinaire. Là, il devient un humain extraordinaire dans une armure qu'il est encore plus. Donc ça lui donne, déjà lui qui était très arrogant, un but de sa personne, et qui n'écoutait pas, là il devient un cran au-dessus. Voilà. Bon. Donc on voyait un peu le personnage voilà, un peu compliqué. Et ça commence, quelle est l'histoire finalement de ce programme d'exécution. Donc il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, Capuche, voilà, qui a une liste de personnes et qui dit exécuter ou non. Et du coup, ces personnes sont exécutées au fur et à mesure. Et toutes les personnes, on va se rendre compte, alors ça c'est un mini-spoil, mais c'est pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est que toutes ces personnes sont liées à la mort du professeur Yinsen qui était le savant
qui a sauvé Tony Stark dans cette grotte en lui mettant ce fameux transistor, cette fameuse, euh, ce fameux circuit. Quoi. En fait, dans l'histoire, c'est lui qui a aidé à créer Iron Man avec Tony de manière à ralentir les shrapnels pour pas qu'ils atteignent le cœur. Voilà. Donc dans le film, c'est un peu différent. Il a mis une espèce d'anneau, c'est pour ça que j'ai confondu. Mais vraiment, voilà. Donc, à l'époque communiste, effectivement, c'était le professeur qui avait aidé Tony à faire sa première armure. Il s'était sacrifié pour permettre à Tony de recharger son armure et de pouvoir après sauver la population. Voilà. Donc, et là, on découvre quelque chose d'autre, c'est du retcon. On découvre que le professeur a survécu, mais qu'il a été exécuté par la suite. Et toutes les personnes qui ont eu un lien plus ou moins éloigné ou proche avec cette exécution sont listées et meurent au fur et à mesure. Mais qui les tue? Et tout désigne Tony Stark comme le tueur. Voilà. Parce que le lien avec le professeur, parce que peut-être l'utilisation d'une armure d'Iron Man, enfin bref. Donc il y a vraiment toute cette partie-là, et ça fait vraiment le lien avec Civil War, parce que du coup, tout le discours lié à l'arme, l'utilisation d'une arme, l'homologation de l'arme, etc., en découle. Donc c'est un arc en 6 parties, donc assez dense, qui est dessiné, alors du coup je vais pas donner totalement les crédits, mais par Patrick Zircher, qu'on a vu juste avant sur la Suicide Squad. Donc période, alors là je trouve qu'il est un peu moins bien ancré, à période de niveau Avengers forcément, avant Civil War, donc avec l'équipe des Avengers, Luke Cage, Wolverine, Spider-Man, voilà, avec des dissensions qui sont assez fortes, comme tu vois dans cette image. Où, voilà, moi je trouve que c'est quand même un peu chaud de tenir quelqu'un comme ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez. On voit même des dissensions entre les membres d'équipe, entre Iron Man et Tony, Iron Man et Logan, pardon. Bon. Voilà, donc c'est chaud, il y a des choses qui se passent, il y a des secrets. On retrouve les personnages d'Extremis, ils ne sont pas oubliés, Maga Hansen et Sal. Donc ça aussi c'est plutôt plaisant parce que les scénaristes font leur boulot. D'ailleurs le run des frères Knopf était très bon à mon sens. Ils avaient bien utilisé tous les concepts liés à Extremis. Malheureusement je crois qu'il n'a pas été réédité. Il n'a jamais été réédité, il n'est sorti qu'en kiosque. C'est assez dommage effectivement. C'est dommage parce que ça reprend une période pourtant, alors peut-être que c'est sorti en deluxe, mais j'en doute, une période comme assez phare de la vie d'Iron Man, avec Civil War, avec Tony Stark, Director of Shield, etc. Et donc on a vraiment des planches très très belles. On a aussi un invité mystère, nommé The Sentry. Sentry, qui était à l'époque l'être le plus puissant. Sentry, ça a toujours été un peu bizarre, il a été introduit assez bizarrement finalement, et toujours assez de mal à comprendre comment il fonctionne. Parce que là, apparemment, il est accompagné de Clock, une espèce de robot qui lui dit les catastrophes et il va d'un endroit à un autre pour les résoudre. Voilà. Donc ça reste un... Alors je ne vais pas tout vous révéler, hein. Donc 6 parties donc, assez denses, beaucoup de suspense, du retcon, donc ça il faut l'accepter, il y a du retcon dessus. Du retcon qui est pas inintéressant, qui donne un peu plus de profondeur à tout ça, qui modifie, alors certes, grandement les origines d'Iron Man, ou pas. Et surtout qui va découler sur Civil War et la position que Tony va prendre. Sachant que par rapport à Tony et à sa position, c'est toujours un petit peu complexe, parce que l'on peut voir dans le prélude à Civil War par Straczynski qu'il essaye quand même de faire des choses pour que ça avance dans le bon sens et pas arriver à cette extrémité d'homologation, pas d'homologation, mais de catalogage, de perte de l'identité secrète des super-héros, quoi. Je sais plus comment, je ne trouve plus le terme. Déclaration. Voilà. Donc, il a essayé, mais son pragmatisme l'a rattrapé aussi. Hein. Une fois que c'est foutu, il n'est pas pour les luttes perdues. Hein. Tony Stark, il va plutôt être du côté du gagnant, donc il s'est arrangé vers ça. Donc c'est plutôt pas mal de voir cet aspect-là, et surtout
Surtout, bah, ça augure un très bon run des frères. Voilà. Comme d'habitude, bah, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker. Est-ce que vous avez lu tout ça et à la fois la palle et les petites reviews que j'ai pu vous faire. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis ciao.